Le monde, en ce moment, et pas spécialement seulement en raison des situations Covid, pas Covid, il vit une catastrophe mentale, une dégénérescence des esprits. Un éloignement de notre nature véritable a entraîné un climat délétère dans plein d'horizons, dans plein de domaines. Et il n'y a qu'à voir en fait l'état du monde. Moi je ne suis pas un bisounours à dire ouais, le monde il est beau, il est gentil, etc. Oui, le monde est magique, mais le monde oscille entre magie blanche et magie noire si on va par là. Qu'est-ce que serait la magie blanche? Ce serait tout ce qui libère. Et la magie noire, ce serait tout ce qui enferme, tout ce qui anéantit, tout ce qui noircit en fait l'esprit. Je me rends compte à quel point, en tout cas c'est l'impression qui est la mienne, on est en perte de sens, d'une certaine façon en perte de repères. Et ce qui me fait du bien, c'est non pas de constater ça, c'est de me rendre compte que je suis pas la seule à m'en rendre compte. Et je retrouve ça en tout cas dans les accompagnements aussi, des personnes qui viennent me voir, qui n'ont pas forcément tout un parcours depuis longue date en développement personnel. Il y a quand même un questionnement, un désir, même sans savoir trop mettre les mots dessus, de revenir à quelque chose qui fait du sens. Et s'il y a quelques années, en tout cas, j'avais vraiment l'impression qu'on était encore très tourné vers dehors, très tourné vers l'extérieur. Et je dis pas que c'est pas encore le cas, et moi-même, je me mets dans le lot. Il y a quand même quelque chose qui commence à faire ce retour. Et ça me touche parce que moi, ça me donne en tout cas une certaine forme d'espoir dans la façon dont le monde et l'humanité est toujours capable de rebondir et de se saisir du bon comme du moins bon. Si on veut voir le chaos, en fait, on voit que le chaos, on voit que l'enfermement, ce qui ne va pas. Mais on peut se laisser aussi émerveiller par les choses qui sont autour. Je dis pas d'être au pays des bisounours, je me doute bien qu'il y a des choses aussi qui ne vont pas. Mais de poser le regard sur l'instant, ça permet aussi d'effondrer tout ça et de voir qu'il y a des choses peut-être plus pertinentes, en tout cas, en dedans de soi. En fait, en vrai, tu sais, moi, j'y crois à ces grandes lois de la nature, attraction, répulsion. Et en fait, au plus, ils vont dans des choses qui nous bloquent et qui viennent nous chercher, qui viennent nous contraindre. Et au plus, en fait, les gens, ils vont... Ça va faire des éveils de conscience parce que là, on est trop sous pression. Et que finalement, ce qui est en train de se passer, peut-être bien qu'au niveau de la planète, c'est une bénédiction, cette espèce de contraction où on est tous... pour que finalement, ça fasse... Non, mais en fait, je suis plus d'accord et du coup, la seule chose sur laquelle je peux faire quelque chose, c'est moi. C'est comment moi, je me sens, comment moi, je vais et comment moi, je me porte dans cette situation, quoi. Là où il y a de l'enfermement chez beaucoup d'individus, il y a évidemment de plus en plus d'individus qui se libèrent. Et à quoi on le voit? On le voit au fait qu'ils s'émancipent, non pas forcément des lois, mais des règles et des codes. Ils se libèrent, ils s'expriment, ils dansent leur vie. Ils ont un parfum de liberté en eux-mêmes. Ils ressentent un alignement, une vibration. Ils ressentent amour à l'intérieur d'eux. Alors clairement, pour moi, le monde est vraiment sous hypnose. On est hypnotisé par les médias, déjà. Alors on est hypnotisé par nos propres croyances, notre propre mental. On est dans les peurs. Enfin, en grande majorité, les gens vivent dans les peurs, ce qui fait qu'il n'y a pas cet accès à la conscience. Il faut vraiment qu'il y ait une grande souffrance pour qu'il y ait un réveil des consciences. Et même, beaucoup de gens souffrent, mais continuent à rester hypnotisés. Donc d'où l'importance de sortir de l'hypnose collective et puis de l'hypnose individuelle aussi. Ce que j'appelle l'hypnose, en fait, c'est le conditionnement. Nous sommes constamment conditionnés. Depuis la petite enfance, nous avons un conditionnement génétique, nous avons un conditionnement familial, nous avons un conditionnement culturel, nous avons un conditionnement religieux, nous avons un conditionnement social.
nous avons un conditionnement national, nous avons un conditionnement racial. On aurait dit que nous sommes complètement hypnotisés pour nous concevoir comme étant petits, limités, étroits, restreints. C'est une façon très claustrophobique de vivre. On est chacun enfermé dans un petit monde à l'intérieur de nous, un peu dans le cadre logique de ce que l'on croit qui est vrai. Et puis, il y a la guerre où chacun essaie de défendre son point de vue, où on se bat pour avoir tort ou pour avoir raison. Et chacun pense qu'il a raison et chacun pense avoir tort. Et ça c'est pour moi le drame comique de la vie. On est pratiquement tous hypnotisés par ça. Moi, je crois que je suis peut-être déshypnotisée à 1 ou 2% et je vois déjà le potentiel qui s'ouvre à moi. Et quand je regarde un petit peu autour de moi, je me dis on est vachement hypnotisé par nos croyances et notre mental. Et en vrai, c'est parce qu'on n'a juste jamais appris comment ça fonctionnait et comment remettre en fait notre esprit et notre ego au service de quelque chose qui est plus grand qui est à l'intérieur de nous. Parfois, ça arrive d'être hypnotisé par un souci et on y pense toute la sainte journée. Genre, on recrée la conversation qu'on a eue avec telle personne, on se fait un film, on se fait une story, on se fait toute une montagne de ce qui pourrait arriver. Puis finalement, quand on vit la chose, il se passe quelque chose de très différent. Parce que c'est ça aussi, en fait, se déshypnotiser, c'est de vivre pleinement l'instant, en fait. Je me suis rendu compte de cette hypnose mentale au-dedans de moi. Il y a des années, j'avais 19 ans, même avant 19 ans, je me rendais bien compte que j'étais pris dans des systèmes émotionnels, dans des pertes de sens, dans des impressions, des réactions avec lesquelles je ne me sentais pas du tout en alignement ni en adéquation. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème. Et que moins il y avait de pensées dans mon esprit, plus ça allait bien. Et je me suis rendu compte qu'à partir de là, le mental revenait tellement fort avec toutes ces mémoires, tous ces codes, tout son paramétrage, que je me rendais bien compte à quel point il était puissant. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais à m'en extraire ou à le diminuer, il revenait en force avec tous ces effets. Et là où on voit que l'hypnose est hyper profonde, c'est quand on fait les choses par habitude, même si ça plaît pas, même si ça convient pas. On va travailler par habitude parce que c'est une habitude. Le boulot il me plaît pas, ça fait 30 ans que je fais ça, ça me saoule. Ouais, mais bon, en même temps, c'est comme ça. Ça fait 30 ans que tu travailles là-dedans. Tu vas pas innover un truc, changer de boulot, faire autre chose. Punaise, mais si, en fait. Déshypnotise-toi, en fait, de cette habitude qui te convient pas, de cette habitude qui te plaît pas. Déshypnotise-toi. Il y a 30 ans, c'était il y a 30 ans. Il y a 20 ans, c'était il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, tu peux pas faire quelque chose par habitude si ça te plaît pas, ça te convient pas, quand il y a la possibilité, à travers plein de choses, de pouvoir changer, de pouvoir tout changer, en fait. Si le monde ne se déshypnotise pas, il va continuer à sa perte perpétuelle qu'il a toujours eue depuis le début. Alors ça peut paraître utopique de considérer qu'il serait possible de déshypnotiser le monde, mais au final, il y a tant de choses qui ont été faites parce qu'elles ont commencé par être envisagées. Donc l'hypnose, ce sont les chaînes du monde, et la déshypnose, c'est sa libération. Je tends à dire qu'au contraire, c'est à temps de se réveiller, mais si ça ne se réveillait pas, il faudrait ça un petit peu triste, parce qu'effectivement, ça crée de l'enfermement, en fait. Ça crée l'agitation,
Ça crée un certain chaos, en fait. Il va se déshypnotiser. Là, c'est plus possible. J'ai une foi absolue dans le fait que chaque être humain est absolument fantastique et qu'on a tous les outils, on a tous les moyens pour aller de l'avant. En fait, on est une espèce vivante et en fait, la vie, elle va jamais en arrière. T'as jamais vu les flocons qui remontent dans le ciel, ça n'existe pas. Donc en fait, on va forcément de l'avant. Et je crois que là, ce qui est en train de se passer, en tout cas de ce que je peux observer, c'est que petit à petit, ça se déshypnose quand même. Après, peut-être ça va prendre un petit peu de temps. Peut-être que là, je suis un peu plus impatiente, que j'aimerais bien que ça soit réglé après-demain. Non, peut-être ça va prendre un peu plus de temps. Mais je suis absolument convaincue qu'on va dans cette direction-là. Alors c'est vrai que de par ma formation en hypnose thérapeutique, j'avais tendance à utiliser le langage que j'allais hypnotiser les gens. Et la fusion entre le point zéro et l'hypnose, c'est comme deux éléments chimiques. À un moment donné, il y en a un qui remporte sur l'autre, ou il y a quelque chose qui se redessine, et ça, c'est la déshypnose. Et du coup, maintenant, ce qui fait beaucoup plus sens, c'est que les gens, il ne faut pas les mettre sous hypnose, il faut les déshypnotiser. Et depuis le jour où j'utilise ce regard, cette façon de conduire les entretiens, cette façon de conduire les transformations, eh bien, y a tout qui s'aligne, à la fois en moi-même, mais également chez l'autre qui a beaucoup plus de facilité à comprendre que le but c'est de le déshypnotiser de ses problèmes, plutôt que de rentrer dans un soi-disant état d'hypnose pour pouvoir régler des problèmes. Et c'est ça qui fait toute la saveur de la déshypnose. C'est sa simplicité, son évidence au final. Si je devais résumer en une phrase ce qu'apporte la déshypnose au sein de la thérapie, je pense que j'utiliserais 3 mots. Libération, transformation et réalisation. Libération parce que vraiment c'est là où on va lâcher, mais à une vitesse et avec une facilité qu'on n'imagine même pas. Tous ces trucs qu'on se travaille des fois depuis des années, des fois même des dizaines d'années, les traumatismes, les frustrations, les humiliations, tout ça, là, ça part comme ça. Transformation, parce que du coup, grâce à ça, il va se recalculer à l'intérieur de nous un champ des possibles qui va s'ouvrir et qui va nous permettre de faire des choses qu'on n'avait même pas imaginé pouvoir faire. Et réalisation, parce que du coup, grâce à ça, on avance à une vitesse incroyable à la rencontre de qui on est vraiment et de pourquoi j'ai choisi en tant qu'être humain de m'incarner sur cette terre. Qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux autres? Et ça donne un sens à la vie qu'on pressent avant. Hein. On sent bien qu'il y a un truc derrière, que métro, boulot, dodo, bon d'accord, on nous le vend, puis des fois on nous le vend pas trop mal, mais enfin, on sent bien que c'est pas satisfaisant. Et la déshypnose, ça permet vraiment d'aller toucher du doigt tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui est vraiment important. Le point zéro, il a redesigné l'approche de la thérapie. Quand je suis rentré dans le monde de l'hypnose thérapeutique, il y avait tout un tas de codes, tout un tas de concepts qui avaient du sens par eux-mêmes, isolés du point zéro, mais lorsque le point zéro a mis son nez là-dedans, forcément ça a bouleversé les façons d'aborder tous ces sujets de reprogrammation de l'inconscient et de libération du mental, de conduite du changement. Et donc ce point zéro, il apporte en fait une grille de lecture épurée, accélérée, modifiée, qui amène de la liberté, bien sûr, mais également un sens différent, un sens augmenté, un sens optimisé et un champ d'application beaucoup plus vaste, puisque ça peut aller jusqu'à aider l'autre à retrouver sa nature véritable, qui n'a jamais été malade, ni perturbée par quoi que ce soit en fait. La seule chose qui va en thérapie, c'est le mental. L'apport du point zéro dans la thérapie, c'est de revenir à une confiance naturelle qui est en nous, qui ne dépend pas d'un mental positif ou d'une histoire où il y a eu des succès,
parce que tout ça peut se perdre, et puis autant on peut avoir des succès, on peut avoir des échecs, mais le fait de revenir au point zéro, ça nous ramène à notre vraie nature dont la caractéristique, une des caractéristiques en tout cas, est la confiance naturelle, sans besoin de faire quoi que ce soit ou de penser quoi que ce soit. C'est comme la dernière porte. C'est un peu comme si on passe le premier niveau, on est sur du développement personnel. On passe le deuxième niveau, on commence à se dépouiller, à sortir des concepts, à arrêter de vouloir rajouter des histoires sur les histoires, en gros. Et quand on arrive au point zéro, voilà, là c'est la rencontre avec le silence. C'est énorme parce que il va permettre de toucher au-delà même de ce qu'on avait imaginé quand on a franchi la porte du développement personnel, où on n'avait même pas cette demande-là, on ne savait même pas que ça existait en fait. La rencontre avec le point zéro, elle va permettre de trouver quelque chose qui est déjà là, dont on n'avait pas conscience, et d'être plus centré, plus aligné, et que ce soit à la fois dans l'apport de la thérapie ou moi dans mon apport personnel. C'est comme le phare. Quand t'as la mer qui est agitée, que t'es fatigué, t'es perdu au milieu de nulle part, il y a toujours ce phare qui est clair et qui va te rappeler. Alors en fait, en même temps, on n'est pas obligé d'avoir forcément percuté le point zéro à 100 000% pour pouvoir pratiquer la déshypnose et accompagner les autres correctement. Cependant, toucher le point zéro, c'est à un moment donné se rendre compte que tout ce qu'on a cru être, c'était vraiment qu'un rêve. Que tout ce qu'on a cru être, on s'en réveille. Même si c'est quelques nanosecondes, on se rend compte que la vie même était un rêve et qu'il y a une dimension au-delà de l'espace et du temps qui sous-tend tout ça en fait, qui est libre, qui est totale. Donc quand un individu il touche ça ou qu'il se rapproche de cette zone-là, forcément dans son système, il y a des choses qui se passent. Et connaître la zone de libération, est-ce que ce n'est pas le job d'un thérapeute? Est-ce qu'un thérapeute il est fait juste pour connaître quelques techniques d'accompagnement, ce qui est déjà très bien? Ou est-ce que dans le fond du fond, il aspire à connaître cette zone de libération totale, même si elle est momentanée? Ça devrait être un devoir en fait pour un thérapeute de mettre toute son âme et toute son énergie pour découvrir ça. Le fruit de ce point zéro, c'est que tout devient possible. C'est inimaginable, c'est insondable en fait. C'est une maîtrise de tout sans maîtrise. C'est un contrôle de tout sans contrôle. Moi, ça me fait plaisir de voir toujours plus de thérapeutes qui assurent vraiment dans ce qu'ils font. Parce que la vie, c'est comme un plateau de jeu. Hein. Il y en a qui jouent au Monopoly. Et puis, il y a le plateau de la vie. Il y a le plateau de toutes les perspectives que ça offre. Et je trouve que c'est une bonne façon d'y jouer. Donc moi, je suis enthousiaste. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui œuvrent là-dedans. Et plus profondément, et là ça devient plus sérieux, c'est d'éradiquer la souffrance. Parce que s'il y a bien un truc qui est insupportable, c'est la souffrance. Et que de l'arracher à l'être humain, c'est quelque chose de... Putain, c'est quelque chose de divin en fait. C'est quelque chose de divin. Ce qui est chouette, en tout cas, je le dis pour ma part et même je parle par rapport à mes clients, c'est que parfois les plus grosses blessures, en fait, c'est aussi notre meilleure révélation en fait. C'est parfois on vit vraiment tellement une grosse merde dans notre vie, on est bien content de se réveiller et se relever de ça, et ça émane en fait quelque chose où on se retrouve en fait.
peut se prendre une grande claque dans la vie, et puis tout d'un coup, ça nous réaligne. Alors bien sûr, des fois, c'est quand même mieux de plus attendre de se prendre une grosse vague ou une grosse claque dans la tête pour vraiment être pleinement aligné. Mais en tout cas, pour ma part, je vais parler vraiment pour ma part, parfois, ça a été vraiment des trucs pas OK dans ma vie qui ont bien secoué, qui ont permis au bout d'un moment de dire « Eh oh !» et de revenir à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus présent et beaucoup plus confortable de ce fait-là. Enfin, au-delà du confortable, d'être beaucoup plus dans l'amour, dans la joie et dans la tranquillité. Alors, vivre cet état de sérénité, de plénitude, etc., est-ce que ça nous enlève de la souffrance? Est-ce que ça nous enlève de vivre des moments difficiles, etc.? Pas du tout. En fait, pas du tout. Ça amène à être à la fin du mensonge. En fait, moi, je te parle de ma propre expérience. C'est arrêter de se mentir, en fait. Arrêter et devenir honnête avec soi. Et quand on a quelque chose qui arrive, comme de la souffrance, eh ben, ça nous amène à avoir du recul là-dessus, d'accepter cette souffrance-là. C'est la première chose à faire, accepter qu'elle soit là. Accepter nos parts d'ombre aussi. Parce que nos parts d'ombre, on a peut-être tendance au départ à les refuser, à les repousser, etc., etc. Et ces parts, elles ont besoin de lumière, elles ont besoin d'être accueillies dans l'équipe, parce qu'autrement, elles viennent taper à la porte de façon inconditionnelle. Ça tape, jusqu'à qu'elles soient écoutées. Donc non, ça ne nous éloigne pas de la souffrance. Ça nous permet juste d'accueillir la souffrance, de la vivre la souffrance et de la transmuter. C'est-à-dire que ça permet d'éviter que ça cristallise et que ça t'accompagne comme ça tous les jours. Donc, tu prends l'info, tu prends la souffrance, la colère, c'est là, ça brasse, ça travaille, et crac, l'information, elle passe, et tu passes à autre chose et tu continues. En fait, ça te rend plus humain, je dirais, tu vois, et ça te détache pas de ton humanité, ça te rend encore beaucoup plus humain. Alors pour moi, la thérapie du futur, c'est une thérapie qui va être encore plus rapide, plus puissante, parce qu'on va pouvoir l'élaguer et dépouiller de tout ce qui ne fonctionne pas et d'aller droit au but, à la cause même de la souffrance. Pour moi, la thérapie du futur, c'est ce que j'appelle l'annulation personnelle. L'annulation du faux soi, l'annulation du faux moi, l'annulation de ce petit moi virtuel qui a emprisonné l'esprit et qui essaye d'emprisonner les actions, qui essaye d'emprisonner le futur, de cartographier le passé, de cartographier le présent, et qui en fait constitue une prison virtuelle. C'est tout sauf ce que certains vont appeler l'accueil, le lâcher-prise, la transcendance, la pure présence. Et donc, la thérapie du futur consiste à élaguer ce faux self, ce faux soi, le nettoyer d'abord, l'optimiser ensuite, et puis continuer d'élaguer jusqu'à le dissoudre, dans l'idéal. Et si on peut arriver à un stade où on a tous réussi à dissoudre ce qui nous éloigne de nous-mêmes, on va vivre dans cette pure présence, cette pure liberté qui transcende le soi-disant bien et le soi-disant mal. Une thérapie dépouillée de beaucoup de projections, une thérapie courte, efficiente, qui touche directement les parties qui sont nécessaires, où il n'y a pas de blabla, où il n'y a pas de tout un cirque autour, où on sort des projections de Freud, de machin, des courants, des trucs, juste pour revenir centré sur la personne. Et quelque chose qui serait rapide, efficace, profond, transformateur, sans passer par 10 ans de thérapie, voilà. Et j'aime bien cette image. Tu peux être emprisonné pendant 20 ans et un tour de clé te libère. Donc la thérapie du futur, pour moi, ce serait ce tour de clé, ce changement de paradigme qui ferait que la personne switch et puisse nettoyer de toutes les émotions dont elle n'a pas besoin, qui sont cristallisées, et tout ce qui la rend malheureuse, tout simplement. Mais avec cette partie de la rendre aussi autonome. La thérapie du futur, pour moi, elle est complètement reliée à la spiritualité, en fait.
on sort juste de sa propre histoire, quoi. On se connecte à quelque chose de plus grand. J'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, à travers ce que peut amener la thérapie, c'est de se dépasser soi-même, quoi. C'est d'aller voir au-delà. Là où j'ai connu des zones plus ténébreuses de mon esprit et des inconforts, oui, bien sûr que le fait d'avoir pu me libérer quand même un maximum, même si j'ai encore des choses à libérer, c'est déjà d'une part fantastique, et d'en faire mon métier, c'est également fantastique. De voir aussi les autres praticiens de l'accompagnement, entre autres les praticiens zéro mental, qui peuvent œuvrer dans le même sens, et puis pouvoir travailler de où ils veulent, avec qui ils veulent, de la façon dont ils veulent, alignés avec leurs valeurs profondes et leur plan d'évolution, c'est juste fantastique. Alors en quoi c'est important? C'est même plus que important, c'est essentiel. C'est justement de reprendre son pouvoir sur est-ce que ma vie, c'est de travailler, ou est-ce que finalement, je suis une expression du vivant qui est là pour faire quelque chose? Si je sors du cadre mental où je vis dans une société humaine qui détermine que je dois travailler pour vivre, et je rentre dans, en fait non, je vis déjà, je n'ai pas besoin de travailler, ma vie je l'ai déjà, et qu'en fait, quel est mon don? Qu'est-ce que je pourrais faire qui m'éclate tellement que finalement, et ben voilà, ça me permet de faire passer la lumière à travers moi, et puis de faire quelque chose qui me nourrit profondément, bien au-delà d'un CV, d'un papier, puis qui me nourrit, qui me donne la sensation d'être utile, d'avoir pas une petite vie égocentrique, avec mon taf, enfin mon travail, mes affaires, mes possessions, et puis d'aller vers non mais en fait en vrai j'expérimente la vie, et en fait ce qui m'a été donné c'est du temps, et avec ça je peux aller faire plein d'expériences, et puis finalement voir là où je suis la plus efficace, la plus pertinente, la plus brillante, et puis d'aller vers ça, c'est juste ça change la vie aussi. C'est effectivement, tu te lèves le matin, tu te dis pas oh, je suis en retard, tu fais ah aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Moi j'ai ressenti dans mon parcours très tôt l'importance de faire quelque chose, mais pas pour faire, de le sentir jusque dans mon corps, de l'être, de l'incarner. Et donc j'étais très admirative des personnes qui étaient passionnées. Et je kiffais ça, je rêvais ça, j'admirais ça, j'enviais ça en fait. Et je n'ai eu de cesse, voilà, dans ma navigation personnelle, d'aller chercher ça. Et quand j'ai rencontré l'hypnose, je sentais que j'avais envie d'aller vers l'accompagnement, mais ça va au-delà de l'accompagnement. Ça va au-delà pour moi, en tout cas aujourd'hui dans le métier qui est le mien. C'est vraiment tout ce qui permet de créer ce métier qui m'anime et qui me passionne, et je trouve ça super intéressant d'être dans cette énergie, parce que quand ça a du sens, ça demande pas d'effort. C'est comme les panneaux solaires, ça voilà, ça te remet dans l'énergie tout de suite. Je pense que si tu fais quelque chose où t'as pas envie d'y aller, t'as pas envie de le faire, tu traînes la savate. Moi, ça me fait penser à tous ces films de zombies qu'on voyait à un moment donné. C'était très dans l'air du temps, la société dans laquelle on est, sous hypnose profonde, d'une certaine façon aussi. Restons vivants, quoi. Je pense qu'on mérite d'avoir des vies où, voilà, le cœur il bat pour quelque chose. Honorons-le. Le plus beau des métiers, c'est de pouvoir se retrouver pleinement dans sa passion, au cœur même de sa passion, et de laisser sa passion s'exprimer. Donc là où le plus beau des métiers pour moi, c'est celui de faire ce que je fais. Peut-être que pour d'autres, c'est de pouvoir jouer fantastiquement au football, de pouvoir faire les plats cuisinés les plus fantastiques, de pouvoir réaliser les plus belles productions vidéo, de pouvoir réaliser ses aspirations les plus profondes au cœur de sa nature véritable.
Je dirais déjà trouver du sens de toute façon, même si c'est pas forcément au début dans son métier, parce que tout le monde encore n'a pas la chance de faire le métier qu'il aime. Finalement, ils sont très rares les gens qui font le métier qu'ils aiment. Mais donc, c'est quand même de toute façon trouver du sens dans sa vie. C'est de pouvoir participer à un projet qui nous fait vibrer, c'est de pouvoir être dans l'amour, de pouvoir aider son prochain. Et le métier peut être au début alimentaire, et puis évidemment après, ce qui est bien, c'est de pouvoir trouver un métier qui nous correspond, qui correspond un peu à l'enfant qu'on est, qui a envie juste de jouer, et il veut jouer avec du bois, avec du menuisier par exemple. Plus tard, c'est un métier qui correspond à nos aspirations d'enfant. Ça, c'est l'idéal, bien sûr. Ah, pour moi, ça c'est très, très, très important. Je fais d'ailleurs une différence entre travailler et œuvrer. Le mot travailler vient de tripulum, qui est un objet de torture. Travailler, c'est se torturer pour de l'argent. Œuvrer, c'est faire ce que l'on aime et contribuer avec ce que l'on aime pour enrichir la société et la nature. C'est tellement important que je considère qu'on vient sur Terre justement pour s'amuser, rencontrer des gens, être heureux, danser, aimer, chanter. On vient sur Terre pour ça, et aussi pour œuvrer en concrétisant un certain nombre de rêves et de capacités que l'on a. Chaque personne, au fond de lui, est venue avec un potentiel, avec un rêve, un potentiel. S'il n'y a pas l'argent et qu'il se contente de faire ce qu'il aime, il va toujours contribuer à quelque chose de positif. Et aujourd'hui, on sait, la physique quantique l'a démontré largement, que tout est vibration. Et on est vibration, et nos cellules, quand elles arrêtent de vibrer, c'est qu'on est mort. Donc, en fait, plus on vibre, plus on transmet de l'énergie, plus on transmet de l'amour, et plus on participe à créer quelque chose de beau. Et ça, on peut le faire que si on est aligné. Et ça passe aussi par le travail. Et si demain le monde est fait de personnes qui sont accomplies dans leur nature véritable et qui ont laissé leur faculté, leur puissance personnelle, leur puissance particulière s'affirmer, on aurait un monde où il n'y a que des maestros partout. Et donc la symphonie du monde serait juste merveilleuse. Donc un monde libéré, pour moi, ce serait vraiment un monde où on s'autorise à se reconnaître, à se voir, on s'autorise dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, on s'autorise dans sa joie, et on sort en tout cas des masques et de toutes les fioritures que ça accompagne. On n'est plus vraiment dans le faire, mais on revient sur ce que le faire permet, c'est-à-dire on est plus en conscience de nos états d'être et que c'est ça qui nous anime. Un monde libéré, c'est un monde qui est plus dans l'amour, qui est plus dans le partage et donc dans la joie. C'est ce qui me viendrait en parlant d'un monde libre. Après, la liberté, on pourra en parler des heures. Alors, un monde totalement libéré, potentiellement, ça peut être affiché comme une utopie. Mais admettons. Parce que qui sait ? Un monde complètement libéré, ce serait un monde où notre nature véritable passe au premier plan et que le monde de la matière soit un plan complémentaire, un plan supplémentaire, un plan bonus. En somme, œuvrer dans le champ de la matière en pleine conscience de cette dimension qui la sous-tend. À partir de là, un apaisement de beaucoup des mots MAUX évidemment, et de la réorganisation totale du monde dans le prolongement de cette super conscience. Un monde libéré, ce serait quoi ? Ce serait un monde où il n'y aurait plus de manipulation, quoi. Où il n'y aurait pas des êtres qui manipulent par leurs croyances d'autres êtres, tout simplement. Où chacun aurait la liberté d'expérimenter, la liberté de comme disait notre cher Florent Pagny, la liberté de penser, et où les êtres seraient vraiment écoutés et qu'on vivrait en harmonie avec notre système environnement.
C'est-à-dire qu'on reviendrait à un monde libre où l'humain aurait une écologie interne, tu vois. C'est vraiment en accord avec lui-même et une vraie écologie interne. On est dans Adolf Huxley, hein, le meilleur des mondes, mais bon, voilà, c'est... En tout cas, ce que je peux remarquer pour mes clients, c'est lorsqu'ils se réalignent à ce qu'ils sont vraiment, des codes de leur vie changent en tout cas. Changent pour mieux s'épanouir, pour mieux s'émerveiller, pour profiter parfois même plus de leur famille, pour être bien avec eux-mêmes. Et parfois, c'est vrai qu'il y en a qui ont changé de boulot, ou qui se sont réaxés autrement, ou qui ont continué dans leur travail, mais avec des codes très différents en tout cas, où ils se sont davantage plus écoutés. Plus de joie, plus de tranquillité, et ce qui a changé en tout cas la manière de percevoir le monde, et forcément, le monde autour d'eux a changé. Mon rêve pour le monde. Ça me ferait plaisir que, par exemple, cette année, mon rêve, ça serait que chacun en ait une prise de conscience, que la conscience, elle fasse une première éclosion. Et qu'en fait, ça soit un événement marquant et que ça donne envie, en fait, à chacun de continuer à avoir envie d'aller mieux, en fait. C'est cette idée que, comme les enfants sont dans cette spontanéité, cet émerveillement pluriel au quotidien, hein, d'être dans cette fluidité, dans cette simplicité de la vie, sans plus tous ces filtres de peur. Donc c'est vraiment un monde où il est facile de donner, quoi. Voilà. On s'est dépouillé de tous les filtres de jugement, de peur, de manque, cette illusion du manque, quoi. Ça c'est complètement gommé et voilà, tout est plein, quoi. Il n'y a plus à se précipiter, on a le temps. Mon utopie pour le monde, c'est que chaque humain comprenne qu'il a une Ferrari dans le garage et qu'il puisse la conduire à toutes les vitesses. Là, j'ai l'impression qu'il y a des Ferrari dans le garage qui roulent en première, tu vois, et qu'on t'a dit, que le monde extérieur t'a dit, t'as pas le permis pour passer la seconde. Voilà, attends un peu, on va t'expliquer comment passer la seconde, passer la troisième. Donc, ce serait que chaque humain ait conscience de la Ferrari, qu'ils ont une puissance en eux et qu'ils prennent conscience de toutes les vitesses qu'ils peuvent avoir avec. Voilà, ce serait ça l'utopie. Ce serait que tout le monde puisse s'engrammer dans le silence, en fait. Puisse vivre le silence à l'intérieur, ne serait-ce que pendant 5 secondes ou 10 secondes, en fait. Comme si le monde, en fait, pouvait vivre l'état d'apesanteur. Silence, apesanteur, et là, le vide à l'intérieur. Ça permettrait un nettoyage vraiment complet, quoi. Comme un reset, un petit peu, en fait, une pause. Et je pense que le monde a besoin d'une vraie pause, en fait. C'est pas forcément une pause longue, une toute petite pause. Mon utopie pour le monde. Mon souhait le plus fou, une armée d'1 million de thérapeutes éveillés au point zéro qui vont délivrer les esprits et ramener de la lumière dans toutes les zones obscures qui habitent aujourd'hui trop d'êtres humains. Je crois que je ne suis pas le seul à communiquer des éléments qui sont de cette nature. Et je ne crois pas non plus avoir véritablement de place. Du moins, je ne souhaite pas m'accoler à une place quelle qu'elle soit. C'est juste que je suis en place et qu'il y a une trajectoire, il y a une lame qui passe et elle accomplit. Mais de là à parler de place ou de quoi que ce soit, c'est pas... Autant j'affirme complètement cette lame, ça oui, là je suis là pour ça, autant la place,